Merci à Georges et ses collaborateurs pour avoir organisé évidemment ce colloque très intéressant et de me donner l'occasion de parler d'un thème qui a déjà été un peu mentionné ce matin, le lien entre les ressources minérales et l'énergie. Donc je vais essayer d'illustrer ce lien dans une première partie de mon exposé à la lueur des problèmes posés par la transition vers des énergies bas carbone. Et puis dans une deuxième partie, puisque le titre de la session c'est « Les ressources minérales sont-elles durables ?», j'essaierai de parler un peu de possibilités de modéliser le futur des ressources minérales en faisant le lien entre leur demande, leur production primaire, secondaire, le prix, les avancées technologiques, etc. Voilà. Alors pour commencer, pour planter un peu le tableau, vous savez tous qu'on vit dans un monde qui est fait d'exponentiel. Donc ces trois images le montrent assez bien. Une évolution exponentielle de la population. On était 2 milliards en 1925, on sera probablement 8 ou 9 milliards d'ici 2050. Une production également très croissante, peut-être pas une évolution exponentielle, mais en tous les cas une forte augmentation de la production d'énergie primaire. Et comme on utilise principalement des combustibles fossiles, également des émissions de CO2 qui ne font qu'augmenter. Et puis peut-être quelque chose qu'on a moins en tête, c'est également des productions, à la fois des consommations, mais également des productions d'un tas de matières premières, et notamment de métaux de base qui augmentent de manière exponentielle. C'est bien montré dans le cadre de l'aluminium ici, où on a doublé la production d'aluminium sur les 15 dernières années, donc depuis le début du siècle. Alors à côté de ces matières premières que je qualifierais de structurelles, dans le sens où elles sont utilisées pour bâtir des infrastructures, et c'est le cas des métaux de base, on a également, ça a déjà été mentionné, une augmentation de la quantité de petits métaux ou de métaux rares, en tous les cas de métaux qui sont produits avec des quantités annuelles inférieures à 100 000 tonnes. Ces métaux sont utilisés non seulement en quantité croissante, mais également en variété croissante dans plusieurs secteurs de ce qu'on appelle les hautes technologies. Alors les hautes technologies, ça regroupe par exemple les énergies renouvelables, typiquement dans les aimants permanents des éoliennes, où on a du néodyme mais aussi du dysprosium, dont on a déjà mentionné ça ce matin, les technologies multicouches des panneaux photovoltaïques, qui utilisent du gallium, de l'indium, du sélénium, le gallium qu'on retrouve dans les capacités des appareils électroniques, cette image qui a déjà été montrée ce matin, qui montre que dans les années 80, il fallait une dizaine de métaux pour produire un ordinateur. Actuellement, on couvre quasiment tout le tableau périodique, il en faut 45 au moins. Donc dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'information, de la télécommunication, et puis également dans le secteur du transport, notamment avec le développement de véhicules hybrides et de véhicules électriques. Alors les conséquences de cette augmentation massive des besoins, notamment en métaux, elles sont doubles. D'abord une augmentation de la demande en combustible, et en combustible notamment fossile, parce qu'il faut de l'énergie pour produire des métaux. Alors quelques chiffres, très rapidement. Environ 20% de l'énergie totale consommée par l'industrie est utilisée pour la seule production d'acier et de ciment. L'énergie consommée par le secteur minier et le secteur de la transformation minéralogique augmente en Australie d'environ 6% par an. En tous les cas, c'était le chiffre en 2010. Donc 6%, un taux de croissance de 6%, ça veut dire qu'on double tous les 15 ans. Une tonne de CO2 est générée par tonne de béton produite. C'est responsable de 5% des émissions mondiales de ce gaz. Et 2 tonnes de CO2 sont générées en moyenne par tonne d'acier produite. Une deuxième conséquence qui est peut-être moins immédiate, mais qui éventuellement est à prendre en compte, c'est qu'on a besoin de métaux pour produire de l'énergie. Donc c'est vraiment une relation réciproque entre métaux et ressources minérales. Et c'est le cas notamment des énergies renouvelables qui sont, comme vous le savez, un des challenges du XXIe siècle pour notamment limiter le réchauffement climatique. Donc, sur cette figure, j'ai représenté l'évolution en énergie annuelle de l'éolien, ici en bleu, du solaire photovoltaïque en marron et du solaire à concentration en jaune. Cette évolution qui est
prévue par deux scénarios. L'un qui a été produit par le WWF sous la houlette de Ecofis, et l'autre qui regroupe, donc ça va jusqu'à 2050, c'est un scénario qui est très très contraignant parce que là on est quasiment à 100% d'énergie renouvelable pour l'électricité. Et puis, ces deuxièmes scénarios, il y en a plusieurs, de l'Agence internationale de l'énergie, qui va jusqu'à 2035. Donc, bon, on voit clairement qu'on a une augmentation de la part des énergies renouvelables, à part l'hydroélectrique qui semble assez constant. Alors, un des problèmes des énergies renouvelables, hormis leur caractère intermittent, dont on parle beaucoup, c'est que c'est des sources qui sont très diluées. Et il faut des infrastructures de taille très importante pour arriver à capturer cette énergie et produire de l'électricité. Un exemple est montré ici. C'est une des dernières éoliennes fabriquées par Alstom, une des dernières générations, 6 mégawatts. Cet engin, ça fait 170 mètres de hauteur, si on compte le rotor. Ça contient 1500 tonnes d'acier et de l'ordre de la tonne, un peu moins, pour de terres rares. Alors, 1500 tonnes d'acier pour 6 mégawatts, si on représente ça en termes d'intensité matière par puissance, on arrive à 250 tonnes par mégawatt, qu'on peut comparer à d'autres modes de production électrique, notamment l'hydroélectrique, où on est plutôt vers 20 tonnes par mégawatt, et le nucléaire, où on est entre 60 et 80 tonnes par mégawatt. Maintenant, si on transforme ça en énergie, la différence est encore plus importante, parce que ces installations sont moins performantes que les installations qui brûlent des combustibles fossiles, parce qu'on a de l'intermittence, etc. Donc il faut environ 600 éoliennes pour produire ici la même énergie qu'une centrale nucléaire de 1300 MW. Alors, bon, cet exercice, on peut le faire pour la majorité des modes de production d'énergie. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur cette figure. Donc c'est toujours une intensité d'acier en tonnes par mégawatt. Vous avez ici les barrages, les centrales nucléaires, les centrales à gaz, à charbon, l'éolien onshore et offshore, les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a plusieurs technologies. Il y a les panneaux sur toit, mais il y a aussi des panneaux en ferme avec tracker, donc avec asservissement pour suivre le soleil, ce qui explique les différences. Et puis, on termine ici avec le solaire à concentration qui a une intensité d'acier qui est assez forte. Donc globalement, ce qu'on voit, et c'est un peu mon discours ici, c'est que ces technologies du renouvelable tendent à consommer plus de matières premières, et là on parle vraiment de matières premières structurelles, c'est de l'acier, que les centrales qui brûlent du combustible fossile. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas tendre vers des énergies bas carbone, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il faut prendre conscience de cette contrainte. On a fait le même exercice pour d'autres matériaux. Alors, cette figure est un peu illisible, mais ce n'est pas très grave, en fait. On l'a fait pour le cuivre, pour l'aluminium, pour le verre. On en a parlé ce matin. Le verre, notamment pour le photovoltaïque, est un verre très particulier, avec moins de 100 ppm de fer à l'intérieur. Donc, il faut avoir une idée quand même des quantités dont on aura besoin. Et puis, on a fait ça aussi pour le béton. Alors après, quand on combine ces valeurs d'intensité matière, donc en tonnes par mégawatt, au scénario dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, on peut calculer les quantités cumulées, c'est-à-dire l'intégrale, vraiment, les quantités cumulées de béton, d'acier, d'aluminium, de cuivre et de verre qui seront immobilisées dans l'infrastructure d'énergie renouvelable telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est envisagée par les scénarios que j'ai montrés précédemment, entre 2010 et 2050. Donc les résultats sont indiqués ici pour ces différentes matières premières, et les lignes pointillées ici montrent l'équivalent d'une année de production en ces matériaux, une année 2010. Donc la conclusion, quand on fait cet exercice, c'est que d'ici 2050, la quantité cumulée de ces matières premières qui vont être immobilisées dans les infrastructures de production d'énergie renouvelable serait l'équivalent de 2 à 8 années de production 2010. Alors évidemment, ça c'est à répartir sur, disons, 35 ans, puisque là on parle d'un scénario à horizon 2050. Si on répartit sur 35 ans, on arrive à une augmentation de la production annuelle qui doit être de 0,15 à 1,5% chacune des 35 prochaines années. So what? Est-ce que ça vous semble beaucoup ou pas?
Alors, comme ce n'est pas l'excitation, je vais essayer de répondre tout de suite à cette question. Je prends ici l'exemple de l'aluminium. Donc, à nouveau, c'est une production en millions de tonnes par année. C'est la diapositive que j'ai montrée au début de mon exposé. On voit depuis 1920 qu'on a eu une très forte augmentation, avec deux périodes distinctes. La première période, notamment durant les 30 Glorieuses, où il a fallu rebâtir l'infrastructure des pays qui sont actuellement développés, a vu un taux de croissance extrêmement fort de l'ordre de 6-7% par an. Ensuite, on a une période d'accalmie, et puis en 2000 entrent en jeu les BRICS, et principalement la Chine, qui, elle, est en train de bâtir son infrastructure et qui tire à nouveau la production vers le haut, et on est à nouveau sur des taux de croissance de l'ordre de 5-6% par an. La quantité d'aluminium qu'on doit produire pour je répète, les infrastructures de production d'énergie en utilisant des sources renouvelables est de l'ordre de 300 millions de tonnes au total d'ici 2050, ce qui nous donne une augmentation qui est montrée par cette ligne pointillée. Eh bien, cette ligne pointillée, elle est parallèle à l'évolution qu'on a eue entre 1970 et 2000, ce qui signifie que cette évolution qu'on a eue entre 1970 et 2000, qui était tirée par tous les secteurs industriels confondus, dans une période où les pays développés avaient effectué leur développement, est comparable à celle qu'on attend juste pour produire l'infrastructure des énergies renouvelables avec les scénarios dont j'ai parlé précédemment. En termes d'énergie, ça veut dire quoi? Si on prend une énergie pour produire l'aluminium primaire de 210 gigajoules par tonne, c'est assez élevé, mais ça reste dans la limite du réaliste, on arrive à 11 milliards d'équivalents de barils de pétrole consommés pour produire ces 310 millions de tonnes d'aluminium. Ça vous semble beaucoup aussi? Allez, faites un effort. Bon, 11 milliards, ça paraît énorme, mais en fait, c'est 5 mois de production, actuellement, 2012, de pétrole brut. Donc, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus astronomique. Alors, si on fait le même exercice, on l'a fait pour le fer notamment et pour le cuivre, on a des tendances qui sont assez identiques, donc une augmentation qui est similaire à celle qu'on a connue entre les années 70 et 2000. Et si on cumule tous ces besoins maintenant en termes d'équivalent baril de pétrole, on arrive à un peu plus d'une année de production pour produire ces différents éléments, fer, aluminium, cuivre et béton, d'ici 2012. La situation, elle est plus inquiétante pour les métaux de haute technologie. On a déjà parlé ce matin et en début d'après-midi, où on a des taux de croissance qui peuvent aller jusqu'à 5, 10 et dans quelques cas 15%. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, mais de manière assez paradoxale, je ne vais pas continuer mon exposé sur ces métaux qui semblent critiques, parce que la criticité, elle peut se voir de différentes manières, et les volumes de production finalement de ces métaux n'ont rien à voir avec les volumes de production de métaux de base qui n'apparaissent pas dans les inventaires de criticité, mais qui, à mon avis, sont tout aussi sensibles. Alors, bon, les estimations qu'on a fait précédemment, elles ont leurs limites, bien sûr, parce qu'il y a des incertitudes. Tout ça, c'est basé sur des données qui ont été publiées. Bon, il suffit de choisir la bonne publication et puis on peut monter ou descendre. Donc ça, c'est pas des barres d'erreur, c'est les domaines de variation qui sont couverts par les données que l'on a pu trouver. Elles sont également, il y a également des grosses incertitudes parce qu'on développe des tas de technologies et de manière assez découplée finalement des besoins ou des contraintes en matière première. Un exemple ici est le projet WindFloat qui propose de mettre les éoliennes dont j'ai parlé précédemment sur des barges flottantes, ce qui permet de les éloigner des lignes de côte et donc de bénéficier de conditions de vent plus optimales. Donc cette barge pèse elle-même 1500 tonnes, donc 1500 tonnes d'acier plus 1500 tonnes d'acier pour 6 MW, on est vers 500-600 tonnes par mégawatt et non plus à 200 tonnes par mégawatt.
On n'a pas considéré toute la chaîne de valeur, enfin toute la chaîne, pardon, d'énergie. On s'est concentré uniquement sur l'éolien, sur le photovoltaïque, la production d'électricité. Mais en fait, il y a plein d'autres secteurs où les matières premières, et notamment les métaux, sont nécessaires. En particulier dans le transport et la distribution d'énergie, dans le stockage d'énergie, qui est important quand on parle d'énergie renouvelable, et puis dans l'utilisation de l'énergie. Alors juste un exemple, si on prend le cas du cuivre, et on fait l'hypothèse d'une capacité de stockage qui correspond à 10% de la capacité de production, on rajoute entre 0,5 et 2 millions de tonnes de cuivre. Actuellement, il y a un projet au niveau européen de construction de 45 000 km de nouvelles lignes haute tension, dont un tiers offshore. D'ici 2030, on rajoute environ 1 million de tonnes de cuivre, 100 millions de véhicules hybrides et électriques d'ici 2035, on rajoute 3 millions de cuivre, etc., etc. Et là, je ne parle que du cuivre, et à la fin, on n'est pas à 40 millions de tonnes comme on l'a estimé précédemment, mais on va rajouter environ 15 millions de tonnes, donc on sera plutôt à 55, voire 60 millions de tonnes, ce qui représente environ 4 ans de production actuelle, pas 2010 actuelle, où on est à peu près actuellement à 16 millions de tonnes de cuivre primaire produits par an. Alors, quid du recyclage? Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Évidemment, le recyclage est absolument nécessaire, mais bon, il faut bien comprendre que la période sur laquelle va s'effectuer la transition énergétique, et c'est ce qui est prévu par les scénarios dont j'ai parlé, c'est environ 30 ans, ce qui correspond grosso modo à la durée de vie des infrastructures qu'on bâtit. Donc on pourra faire du recyclage, on pourra les recycler, mais dans 30 ans. D'ici là, il faudra avoir une production primaire qui satisfasse les besoins. Et puis, ce recyclage, il ne pourra pas se faire pour tous les métaux. Donc, je vous représente ici une figure de l'UNEP qui est assez bien connue, qui montre les taux de recyclage de différents éléments du tableau périodique. Vous voyez que ceux qui sont en bleu ont des taux supérieurs à 50%. C'est notamment les métaux de base. Par contre, tous les éléments type lithium, bore, etc., et les terres rares sont encore recyclés à des niveaux assez faibles. Et une des raisons, c'est notamment la complexité croissante des produits génériques et la fabrication d'alliages qui, certes, ont des performances de plus en plus importantes, mais qui sont de plus en plus difficiles à recycler, ou en tous les cas, pour lesquels les différents éléments sont de plus en plus difficiles à séparer. Alors, est-ce qu'il faut se faire du souci? Oui, il faut se faire du souci, bien sûr, mais la question peut-être la plus pertinente, c'est est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut produire ces métaux? Est-ce qu'on peut continuer sur les tendances qu'on a vues jusqu'à présent? Alors là, il y a deux options, deux avis qui s'opposent. L'optimiste dira qu'il n'y a pas de problème. En fait, toujours dans le passé, depuis l'aube de l'humanité, on a multiplié par 2 notre production environ pour les 30 ans, et puis il faut faire confiance à la technologie, la découverte de nouveaux gisements profonds, onshore ou offshore, et ça va nous permettre de continuer. Le pessimiste dira au contraire que ce qui a été possible dans le passé ne sera pas forcément possible dans le futur, et qu'une des limites, c'est l'observation d'une décroissance de la teneur des gisements, de la concentration des gisements, et de fait, on a besoin de plus en plus d'énergie pour extraire le métal, et cette demande en énergie, ça peut être une limite à notre expansion future et éventuellement vers la transition vers l'utilisation massive d'énergie décarbonée. Bon, le pragmatique, il peut simplement dire qu'il faut essayer de s'assurer un avenir soutenable et durable, et en tous les cas, il faut se débrouiller pour que ces matières premières ne deviennent pas un obstacle à la transition énergétique et le développement social. Encore faut-il donc arriver à gérer nos réserves, mais encore faut-il les connaître et encore faut-il pouvoir prédire le futur de ces réserves. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de faire de la modélisation, mais pas une modélisation telle qu'elle est faite actuellement de type logistique, qui sont des approches très empiriques. Il faut essayer de faire le lien entre réserves, production primaire, production secondaire, demande, coût de production évidemment, prix des matières premières, énergie, et puis éventuellement les évolutions technologiques. Alors c'est des projets qui sont ambitieux, mais on peut essayer de développer des approches qui permettent de faire ça au moins au niveau global, et peut-être pas pour tous les métaux. Mais
Bon, alors c'est des modèles, on utilise des modèles qui sont appelés proies prédateurs. Donc c'est des modèles qui sont utilisés classiquement dans l'écologie, en écologie des populations, pour essayer de comprendre comment deux populations, une population de loups par exemple et une population de lapins, interagissent et à partir de quand l'une dépend de l'autre. Et donc, on utilise ces équations couplées et on les traduit en termes de ressources, qui est la proie, prédateur, qui est la richesse. Et ça inclut à la fois le capital, ça inclut plein de choses que je ne détaillerai pas, mais dont j'aurai plaisir à parler avec vous si vous êtes intéressé par la suite. Alors très brièvement, l'idée c'est on a des réserves primaires, on a une régénération de ces réserves parce qu'il y a des nouvelles découvertes, parce qu'on baisse les concentrations des gisements, ce qui permet d'augmenter ces réserves, et puis on a une production du métal, ce qui, elle, est le flux de sortie. Alors si on prend le cas d'un métal ici, la production permet de faire des biens de consommation. Ces biens de consommation contiennent des métaux d'origine primaire. Ensuite, après un certain temps qui correspond à la durée de vie moyenne de ces produits, eh bien, on rentre dans un deuxième niveau du modèle où on a ici un stock de produits en fin de vie, end of life. C'est la réserve secondaire qui va permettre de faire des produits à nouveau, des biens manufacturés qui seront faits de métal secondaire qui pourra être recyclé. Donc un chemin ici très simple avec une boucle ici infinie. Par exemple, dans le cas du cuivre, ce n'est pas le cas pour tous les métaux, mais nous on s'est intéressé au cuivre. Et puis on peut avoir des pertes à chaque boucle on a des pertes à chaque boucle de recyclage, évidemment. Alors un exemple ici pour le cuivre, la production de cuivre, je suis désolé, les diapositives sont un peu décalées, mais c'est un problème de compatibilité entre versions de PowerPoint, visiblement. Donc la production de cuivre primaire est indiquée ici par la courbe noire, le fil du modèle est montré par la courbe bleue. Ça, c'est l'évolution des prix du cuivre depuis 2000, on va toujours depuis 2000 jusqu'à l'actuel, l'évolution des coûts de production, l'évolution des réserves. En 1900, on connaissait 25 millions de tonnes de cuivre en réserve. Actuellement, donc c'est l'équivalent d'un peu plus d'une année de production actuelle. Maintenant, les réserves de cuivre sont plutôt vers 650-700 millions de tonnes. Donc les réserves augmentent au cours du temps. Et il faut pouvoir représenter ça. Et puis on regarde aussi la partie recyclage, donc en utilisant comme contrainte des analyses de flux au niveau mondial. Ici, c'est des travaux de Glauser qui ont été publiés il y a 2 ans. Ça, c'est la quantité de cuivre qui est générée par an dans les déchets. Ça, c'est la quantité de cuivre en utilisation actuellement, donc de cuivre stocké dans l'anthroposphère. Donc on va de 1960 à 2010. Ça, c'est la quantité de cuivre qui n'est pas recyclée. Et puis les résultats du modèle, c'est les courbes pointillées ici en rouge. Alors évidemment, une fois qu'on a fité ce modèle avec des données historiques, on peut regarder ce qui va se passer dans le futur. Si on a des tendances qui sont sur la lignée des tendances actuelles et qu'on continue simplement la simulation, on a des courbes de ce type-là, que vous avez tous vues au moins une fois dans votre vie, avec un pic de production et puis un collapse, avec une augmentation importante, voire très importante des prix et des coûts de production. Ça, c'est des résultats qui sont assez communs et qui sont en accord avec les approches classiques de type logistique. Un exemple ici où il y a aussi un pic de production qui est prédit en 2035 et puis après un collapse. Alors, je ne rentre pas sur les raisons de ce collapse ici, on pourra en discuter plus loin. Mais ça, c'est un scénario possible. Ce n'est pas tous les scénarios qui prédisent ça. C'est uniquement si on continue avec les tendances actuelles. Il y a des alternatives, et je veux être très bref, des alternatives qui sont montrées ici. On a plusieurs scénarios. Donc ça, c'est la production. Et on voit, on a un scénario où on a une production qui est assez stable jusqu'en 2100. Ça, c'est l'évolution des prix pour ces différents scénarios. Et dans ce cas-là, on a des prix qui augmentent de manière tout à fait raisonnable. Et ça, c'est la régénération qu'on doit avoir de cuivre, donc les nouvelles découvertes et les baisses de concentration. Et on a des niveaux de régénération qui sont en plateau, mais qui restent très élevés, de l'ordre de 30 millions de tonnes. Alors, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que c'est quand même qu'on a un recyclage possible. Et là, le cas du cuivre s'y prête très bien, puisque c'est un minéral qui se recycle très bien, sans perdre ses propriétés physiques.
Donc j'ai représenté sur cette figure le premier scénario, hein, où on avait ce pic de production vers 2030-2040 suivi d'un collapse. Je vous montre maintenant l'évolution prédite du recyclage, où on a une augmentation de la part de cuivre recyclé de manière assez massive à partir de 2030. Et si on additionne les deux courbes, la courbe rouge et la courbe bleue, ben, on a une quantité globale de cuivre qui reste très haute, hein, environ de 40 millions de tonnes jusqu'à 2100, sans problème, même après un collapse de cuivre primaire. Donc le recyclage dans ces affaires est absolument essentiel et peut permettre de continuer sur des tendances à la hausse qui se stabiliseront ensuite, même avec une décroissance importante des réserves. Mais ça ne peut se faire, et ça a été mentionné ce matin, j'insiste vraiment là-dessus, ça ne peut se faire que si on a une réserve de cuivre, c'est-à-dire une réserve de produits en fin de vie disponible en masse et à un instant, au moment où on décolle le recyclage. Le recyclage ne peut se faire que si on a la ressource, et une ressource vraiment disponible en masse. 5 minutes, j'ai presque fini. Alors, ce que je voudrais mentionner aussi, quand même, c'est qu'à chaque boucle de recyclage, il ne faut pas oublier qu'on a une perte. Hein. Là, on a considéré une perte de l'ordre de 30% dans notre modèle, et vous voyez que, finalement, la quantité de cuivre perdu, qui n'est pas recyclé, la quantité cumulée, devient très, très importante. Donc, un des problèmes, actuellement, c'est de diminuer la durée de vie des produits génériques, évidemment. Si on diminue cette durée de vie, on va, même dans le cas d'un recyclage important, perdre de plus en plus de cuivre cumulé. Alors, bon, j'ai insisté sur ces réserves. C'est très important, si on veut que le recyclage se fasse chez nous, de garder nos produits en fin de vie chez nous. Or, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Si on regarde le cas du cuivre, on voit qu'on exportait environ 1 million de tonnes de cuivre en 2000. Actuellement, on exporte 5 millions de tonnes de cuivre environ. Bon, c'est le cas pour les États-Unis, c'est également c'est le cas pour l'Europe, c'est également le cas pour les États-Unis. Bon, en termes d'énergie, en 1 minute, on peut également calculer la quantité d'énergie qui sera nécessaire pour produire ces métaux. Donc ça, c'est l'énergie en gigajoules par tonne pour le cuivre primaire, donc c'est assez bien documenté entre 2100 et 2020. On peut imaginer une tendance haussière qui est due simplement à la baisse de teneur des gisements de cuivre actuellement exploités. Ça, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour recycler 1 tonne de cuivre, et puis une tendance plutôt baissière. Bon, ça se discute vraiment, hein, mais on peut ensuite calculer l'énergie totale, à la fois pour le primaire et le secondaire, dans le futur, de production pour produire 1 tonne de cuivre. Et ce qu'on voit, c'est que durant la transition énergétique, hein, c'est cette partie grisée, eh bien, on aura une augmentation de l'énergie nécessaire pour produire le cuivre. Donc il faut faire cette transition si on veut la faire le plus rapidement possible. Voilà, donc en conclusion, je répète un peu ce que j'ai dit. Hein, il faut bien comprendre que le passage vers des énergies décarbonées a un coût. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas la faire, mais ça a un coût aussi bien en termes d'énergie qu'en termes d'intensité matérielle. Un recyclage massif et espéré est vraiment nécessaire en tous les cas, même si une production primaire restera nécessaire au moins pour les 50 prochaines années. Les scénarios de la transition énergétique, ils doivent considérer ces problèmes d'intensité, ressources matérielles et énergie, et également les impacts environnementaux qui ont été très bien montrés dans l'exposé précédent. Et surtout, il faut dépasser vraiment la recherche du seul optimum technico-économique. On parle beaucoup de matériaux critiques, on parle beaucoup de terres rares et de choses comme ça, qui permettent d'augmenter l'efficacité, notamment des éoliennes, mais on sait faire des éoliennes sans terres rares aussi. Hein. D'ailleurs, la majorité des éoliennes que vous voyez actuellement en fonctionnement n'ont pas d'aimant permanent. Donc on sait faire, donc c'est vraiment un compromis entre les deux qu'il faut trouver. Et ça demande pas mal d'études. Il y a de la place pour de la recherche actuellement, qui ne doit pas se limiter vraiment aux sciences de la Terre, mais qui doit aller aussi impliquer des économistes et des sociologues, etc. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long.